Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Lift Talk, toujours hors série et toujours bien accompagné. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, commenter ce podcast, à nous lâcher une note de 5 étoiles sur Spotify. Et avant de commencer le podcast, Lift Trainer, c'est une entreprise de coaching spécialisée en street lifting. Nous avons aussi une formation dédiée au coach en street lifting. On a une marque d'équipement street lifter et une team, la team Lift Trainer. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, tous les liens seront dans la description. Donc aujourd'hui les gars, enchanté de vous recevoir. On va faire les présentations pour ceux qui ne vous connaissent pas. Peut-être Dylan d'abord. D'abord merci à Marco pour l'invitation. Et moi c'est Dylan Gaverio, j'ai 29 ans. Ça fait 5 ans que je fais du street lifting. J'ai fait de la compétition assez rapidement, puisqu'en fait au début, comme c'était un sport émergent, on pouvait facilement faire de la compétition peu importe le niveau. Donc je me rappelle un peu à l'époque c'était les FNSL, pas la CNSL, et puis on avait fait une compète pendant le Covid et on avait été viré par la police, ça c'était drôle. Et sinon, avant le street lifting, j'ai fait 7 ans de street workout. Donc là, ça fait 12 ans que je m'entraîne en poids du corps. Et à côté de ça, je suis coach sportif depuis 6 ans. Et je me suis vraiment spécialisé dans le poids du corps. Et maintenant, je coach aussi des athlètes en street lifting essentiellement. Ok, voilà. Super. Merci beaucoup Dylan. Et du coup, nous avons Franck, et qui est Francky pour les intimes. Enchanté. Franck, du coup, moi ça fait 31 ans, 32 cette année. J'ai fait 3 ans de musculation après m'être blessé. J'avais pas de passé sportif, à la base je suis musicien. Puis après ces 3 ans, j'ai fait 3 ans de street workout en ayant découvert Dylan à la salle de sport. Et ça fait maintenant 2 ans que je fais du street lifting avec Dylan. Donc je suis un élève coaché de Dylan. Et puis voilà, ma première compétition cette année avec les Hauts-de-France, c'était vachement cool, très bonne expérience. Et puis globalement, c'est tout. Sinon, je travaille pas dans le sport, moi. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille en cybersécurité. Je suis responsable cyber dans une très très grosse boîte. Donc ça prend pas mal de temps. Et les entraînements, c'est plus pour le loisir et le fun que avec des gros objectifs. On en reparlera peut-être plus tard. Et d'ailleurs, Dylan, tu nous as pas dit, mais donc, si tu nous as dit au départ que tu avais fait une CNSL en 2021, dans la salle de Gilles Pinero dans le 77. Et d'ailleurs, on s'est croisés là-bas, mais on se connaissait pas, parce que moi aussi j'y étais. Et je devais participer, j'ai juste fait l'échauffement en fait. Ah ouais. Moi j'ai fait un muscle-up. moi j'ai fait mon premier passage, c'était un muscle-up à 10 kg. Et je me rappelle, première compète, un peu couillon. Donc je fais mon muscle-up, je redescends tout de suite. Donc le muscle-up est validé, mais je suis pas resté en haut. J'avais fait un muscle-up. Ah oui. Même les arbitres étaient dégoûtés de mettre un no-rep. À l'époque, c'était pas arbitré comme maintenant. Et du coup, c'était Pierre Le Guenec, je me rappelle, qui va voir Zod et qui lui dit Big up Pierre. Salut à toi Pierre, si tu passes par là. Et qui va voir Zod et qui lui dit je fais quoi, je lui compte ou je lui compte pas. Et du coup, Zod il dit tu lui comptes pas. Et du coup, c'était drôle. Pierre, on sait où t'habites maintenant. Mais ouais. Et puis voilà, donc j'avais fait un muscle up et puis voilà quoi. Puis après, j'ai fait ceux de l'année suivante, en 2022. Voilà, j'ai fait ceux de l'année suivante et puis après ceux de 2023 je les ai pas fait et j'ai fait ceux de 2024, donc l'année dernière où j'ai affiché mon meilleur total en compétition. J'ai fait 440 kg en moins de 80 et à l'entraînement mon meilleur total est de 450 et puis voilà quoi. L'année dernière, je suis arrivé 6 ou 7e, je sais plus, mais je crois 6e. 6e des moins de 80, c'était ça. Il y avait un niveau qui était élevé là. Ouais, 440, non, c'était pas du tout suffisant pour avoir un podium ou quoi. Il y avait Raoul, t'avais Maxime qui était très fort, t'avais un mec, je saurais même pas dire son nom, mais il y avait tiré 100 kilos dans ma caté avec des longs bras, je sais plus. Et il y a Muscle 40, mais lui je le connaissais pas, et il y avait Abdou, donc ouais, non, il y avait quand même un très très bon niveau.
Ok. Donc voilà, et puis là 2025 j'ai décidé de ne pas les faire, pas pour me préserver, j'avais enchaîné pas mal de compétitions ces derniers temps et j'ai envie de revenir à un meilleur niveau et j'avais besoin de prendre du recul avec la discipline pour vraiment, avec la compétition, pas avec la discipline, pour vraiment essayer de travailler un peu ma capacité de travail et me concentrer vraiment pour revenir avec, j'espère, vraiment un bien meilleur total en 2026. Ok, et bien merci beaucoup les gars pour cette présentation. Et donc le principe du podcast aujourd'hui, c'est qu'on a préparé tous les trois un sujet. Donc 3 sujets qu'on va développer aujourd'hui. Qui veut commencer les gars? Bah, let's go. Peu importe. Ok. Pour moi, le sujet sera est-ce qu'il faut mettre un ratio ou pas sur le muscle up, qui est un mouvement phare du street lifting et qui nécessite, selon moi, énormément de travail pour avoir une progression. Contrairement à d'autres mouvements où on peut progresser plus vite avec moins de travail. Et donc, est-ce qu'il faut mieux rémunérer le travail au muscle ou pas, avec un ratio? Lequel? Je pense qu'une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tu dis que le muscle up est un mouvement phare, par exemple, en street lifting? Parce que, par exemple, déjà rien que dans l'appellation street lifting, à la base, il y a le mot street et on ne s'entraîne plus dehors. Maintenant, on fait que en salle, c'est lesté, les compétitions ont lieu dans une salle. Donc déjà, le sport a été un peu dénaturé. Et donc, quand on prend ce contexte-là, pourquoi le muscle up? Parce qu'on a souvent tendance à dire le muscle up, c'est le mouvement phare, mais le muscle up, c'est le mouvement phare quand on s'entraîne encore dans la rue, à l'époque et tout. Mais si jamais on pense même remettre un peu en perspective le nom de street lifting, pourquoi pas changer le nom dans la mesure où on n'est plus dehors? Voilà, ça pose beaucoup de questions. Pour moi, c'est un mouvement, c'est un des mouvements initiaux du street lifting. Quand tu l'as dit, c'est un des mouvements qu'on travaillait quand on s'entraînait dans les petits parcs à côté de Lille. Et on s'entraîne toujours avec, à Basic Fit ou autre, ou à Asgard, comme on est là. Super salle d'ailleurs, si vous passez à Lorient, je vous invite à y faire un tour. Et pourquoi? Tout simplement parce que la discipline du street lifting, je trouve, après c'est un point de vue personnel, a un sens particulier avec le mouvement du muscle up, puisque tout le monde n'est pas capable de faire un muscle up propre, là où avoir une traction, avoir un dips et un squat, peu importe la charge, et c'est plus accessible, je vais dire, contrairement typiquement où on va avoir le powerlifting avec les 3 mouvements qui sont accessibles, pas toute charge, mais les 3 mouvements sont accessibles au grand public. Le muscle up nécessite déjà plus de travail, et donc c'est ce qui me plaît moi en tout cas au street lifting, c'est que il y a besoin de rigueur, notamment sur ce muscle up, et en plus c'est un mouvement qui est difficile en termes de progression, et donc ça peut être très frustrant de ne pas progresser au muscle up. Et c'est là qu'on voit les gens qui aiment réellement le sport pour le sport, et qui ne s'arrêtent pas juste à ne plus arriver à progresser en street lifting. Et ils n'arrêtent pas le sport parce qu'ils aiment vraiment ce sport. Et donc malgré des baisses de charge, ils continuent à progresser sur d'autres mouvements, ils s'entraînent différemment. Et ce serait dommage pour moi de retirer ce mouvement, en tout cas de ce sport. Ouais, alors du coup moi j'aimerais bien réagir. T'as dit pas mal de trucs Franck, des trucs intéressants, des trucs sur lesquels je vais rebondir. Tu disais un truc à la fin d'intéressant, c'est que en gros tu disais que les gens qui font du street lifting sont des sportifs aguerris. Même si un jour ils arrêtent le street lifting, ça sera sans doute une population qui continuera à faire du sport. À l'inverse, des gens qui sont en salle de sport pour de la remise en forme, ça les emmerde des fois plus qu'autre chose de faire du sport. Et là, du coup, peut-être qu'ils arrêteraient le sport si tu leur enlèves la salle de sport. En gros, ça, c'était le premier point. Il y avait d'autres points que tu as abordés qui sont intéressants. C'est que, on va dire,
la progression au muscle-up, elle se mérite plus que les autres mouvements. En gros, c'est ça. Elle nécessite beaucoup de travail, Ouais, plus que certains autres en mouvements. comparaison, mais parce qu'aussi tu mets moins lourd sur des muscle-up. Aussi. Voilà. Il y a aussi moi un truc sur les. Moi je trouve que en fait le fait de mettre un ratio, c'est pas une mauvaise idée dans le sens où en fait c'est exactement ça. C'est un mouvement où il y a moins lourd, où pour mettre 1 kilo en plus, ça demande des efforts à atteindre un certain niveau faramineux. Comparé à d'autres où il y a une marge de progression qui est toujours plus importante. Après, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est dans quelle direction on veut aller. Je parle pour le streetlifting en général. Est-ce qu'on veut le rendre plus élitiste et là, du coup, on met un ratio parce que ça récompense les gens qui seraient forts au muscle-up potentiellement, ou sinon on reste comme ça et on continue à ouvrir la discipline à certains. En gros, pour le dire en d'autres termes, est-ce qu'on reste entre nous, entre guillemets, ou est-ce qu'on fait en sorte de rendre la discipline plus accessible ? Je pense que c'est les deux questions qu'il faut se poser, et pour moi les deux pourraient cohabiter ensemble. Et il y a un autre truc qui me venait à l'idée aussi quand tu parlais, c'est que je trouve que les muscle-up sont récompensés aujourd'hui avec les only notamment. Avec les only, avec les dips, avec les muscle-up. Et dernière chose, et je finirai là-dessus, c'est que pour moi, alors à haut niveau, il faut que tu sois fort sur les 4 mouvements. En fait, c'est vraiment à des niveaux inférieurs où effectivement, des fois, ça peut être un peu injuste, entre guillemets, où il y a un mec qui est fort au squat, et par contre, au muscle-up, il est beaucoup, beaucoup moins fort. À l'inverse, un mec qui est fort au muscle-up et qui est pas très fort au squat. Et je pense que ce truc-là aussi, ça soulève une réflexion. C'est est-ce que on voudrait pas tous s'avantager d'une certaine manière ? Oui, bien sûr. Et donc voilà, j'ai fini, je donne la parole à Dylan. Ouais. Bah, moi, en fait, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre du tout. En fait, je trouve que récompenser le muscle-up, pour moi, ça ne rend pas du tout la discipline plus élitiste, dans la mesure où, en fait, ce qui te fait faire tes premières compétences en muscle-up, c'est le fait d'acquérir le muscle-up. Une fois que tu l'as obtenu, ben, tu peux faire des compétitions. Et qu'on mette un coef ou pas, ben, en fait, tu pourras faire ta compète. Et en plus de ça, l'autre avantage avec un coef au muscle-up, c'est que les gens peuvent, justement, on donne plus la carotte en fait. C'est la personne sait qu'il y a un coef, elle le néglige moins. Alors qu'aujourd'hui, on peut par exemple avoir des powers reconvertis. Souvent d'ailleurs, c'est des powers qui n'arrivent pas forcément à briller niveau national, puisque le niveau en power pour l'instant est un peu plus élevé que celui du streetlifting. Ils disent pourquoi pas le street en force athlétique. Ils disent pourquoi pas le streetlifting. Ils tentent le streetlifting. Mais du coup, le fait de se dire on met un coef en muscle-up, bah, directement, ça donne plus envie de s'entraîner en muscle-up. Donc les gens vont prendre plus au sérieux le travail du muscle-up. Et en plus de ça, de toute façon, pour faire une compète, il faut réussir à faire un muscle-up. Et donc dans ces cas-là, ça revient au même. Si on veut rendre le sport plus accessible, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on rend le muscle-up obligatoire pour faire une compétition ? Notamment, par exemple, la catégorie des femmes, pour lesquelles c'est quand même très très dur pour elles de faire leur première compète, parce que souvent, elles n'ont pas nécessairement le muscle-up. Donc pour moi, vraiment, l'un n'empêche pas l'autre. Et du coup, je comprends mieux je faisais un peu l'avocat du diable en demandant le pourquoi. Mais oui, forcément, ça demande plus d'efforts. Et donc, c'est un peu normal que... Enfin, moi, en tout cas, ça fait sens quand tu me dis qu'on met un coef. Et maintenant, la question, c'est aussi quel coef on pourrait mettre. Est-ce qu'on met x 1,5 ? Est-ce qu'on met x 2 ? Enfin voilà, je sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si Marco tu veux rebondir à ce que j'ai dit. Ouais, en fait moi là où je suis pas d'accord c'est le fait que ça sous-entend que les gens négligent le muscle-up aujourd'hui. Moi j'ai pas du tout l'impression, des gens que je coach, des gens que je côtoie, que les gens délaissent un petit peu le muscle-up pour avantager d'autres mouvements. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois, okay. Je pense que ça c'est peut-être un mythe. En tout cas moi c'est un truc que j'ai pas vu. Et pour les power, alors je suis d'accord avec toi, mais ça reste vraiment très marginal quoi. Enfin il y a très très peu de power pour moi qui basculent en streetlifting. Souvent les gens qui adorent le power ils regardent de loin un petit peu ce qu'on fait en streetlifting.
mais ils kiffent vraiment plus le power. Enfin, pour moi, il y a ça. Et après, je pense que en fait, là où par contre, il y a la théorie. Là, vous voyez, on discute tous ensemble de ça et tout. Et je pense qu'il faudrait justement avoir un cas concret en faisant peut-être une compétition un jour, même FNSL, justement avec des coefs pour voir ce que ça donne. Est-ce que les gens adhèrent à ce truc-là? Et ça se trouve qu'ils vont adhérer de malade mental, tu vois. Et du coup, s'ils adhèrent de malade, pourquoi pas uniformiser à toutes les compétitions. Pour moi, je pense que c'est là où on aurait vraiment la pleine conscience du truc et on verrait si les gens attendent ce truc-là ou pas. Là, je suis complètement en phase parce que il faut le tester en fait. Ouais. C'est un peu comme le RIS où ils ont pris beaucoup d'informations. Beaucoup de data pour justement sortir quelque chose d'objectif. On ne peut pas venir en se disant on va imposer un ratio à 2 et tout de suite dire que ça marche. Il faut avoir de la data, il faut simuler avec plusieurs ratios, voir ce qui est le plus cohérent, voir ce qui n'est pas du tout cohérent. Et après, pourquoi pas le soumettre à la communauté des licenciés et faire tout simplement des sondages et partir sur ce que la communauté souhaite. Ça peut être une solution. Après, ça se trouve, la communauté ne veut pas de ratio et ça convient très bien. Moi, perso, je ne suis pas un spécialiste du muscle-up du tout. Je galère à progresser dessus. Ça n'enlève pas que j'aime beaucoup le muscle-up et que quand je gagne 1,25 dessus, je suis vraiment, vraiment content. Mais on parle de 1,25 kg. Alors que sur les dips, par exemple, je vais gagner 5 kilos beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et le niveau de satisfaction, typiquement, et ça c'est encore personnel, il est moindre. Ouais, mais je pense que c'est pour. Mais je pense que tu vois, tous les streetlifters adorent le muscle-up. Ouais. Enfin, je connais pas un mec qui fait du streetlifting et qui aime pas le muscle-up, tu vois. Moi non plus. J'en connais beaucoup, par contre, qui aiment pas le squat. Ah, sinon, ouais. Touché. Non, mais ouais, carrément. De toute façon, personnellement, si on prend mon avis perso, moi je suis plus pour un coef x2. Je trouve que ça sera carrément plus récompensé. Parce que, comme tu dis, en fait, gagner 1 kg en muscle-up, c'est très. Et en plus, ce qui différencie quand même pas mal notre sport, finalement, c'est cette notion de tirer son poids du corps et du coup, d'avoir quand même un peu plus d'exigence en termes de composition corporelle, etc. Et en fait, d'avoir le meilleur ratio, l'aisance avec son poids du corps et la force que je peux exprimer. Et moi, personnellement, j'adore tous les mouvements. Après, ça dépend des phases de l'année, mais tous les mouvements me plaisent. Mais ouais, je suis pour un x2 muscle-up, quoi. En plus, le x2 en soi, il serait pas incohérent. Parce que souvent, quand tu vois les gens qui muscle 40 ont souvent une traction supérieure à 80 kg. Et pareil, quand tu muscle 30 kg, normalement, tu as aussi une traction supérieure à 60 kg. 70, même 70, ouais. 75. Mais du coup, quand tu fais le x2 du muscle-up, en fait, tu mets le muscle au niveau de la traction un petit peu en dessous, je pense. Et c'est déjà un gros total parce que tout le monde ne muscle pas 30 kg. Du coup là, on a fait la première partie du podcast sur les indices et c'était un sujet préparé par Franck en amont, on ne s'était pas consulté là-dessus, donc je m'y attendais pas. Et là, donc deuxième sujet, non plus je ne sais pas du tout ce que c'est, préparé par Dylan. Je t'écoute Dylan. Ouais, pour le sujet, je vais utiliser un peu ma casquette de coach, je vais parler d'un sujet où c'est plutôt intéressant d'avoir des connaissances en coaching, etc. Et du coup, le sujet, c'est force athlétique et streetlifting. Est-ce qu'on peut combiner les deux? Ok. Tu veux commencer ou je commence? Ça va être super simple. Moi, j'ai pas le temps de combiner les deux. J'ai pas le temps. Après, j'imagine qu'il y a des transpositions, tu vois, d'une pratique à l'autre. Typiquement, dips et squat. Tu peux faire des dips et squat, je dis de la merde. Dips et bench. Donc tu peux faire du bench en renfort de dips et peut-être vice versa. Je ne saurais même pas dire, mais je vais laisser Dylan a un truc à dire. Il y a un autre sujet qui me vient. C'est on est freestyle là. Vas-y. Choisissez lequel vous préférez.
FA ou streetlifting, ou alors, parce que un truc qui est plutôt à la mode, c'est, bon après à la mode, c'est, je pense depuis tout le temps, mais on veut souvent beaucoup de choses. On veut tout, même le power building, le fait d'être fort et d'être musclé, etc. Tout ça. Ou alors un autre sujet, à quel point doit-on être spécifique en streetlifting? Choisissez le... Ok, moi je pense rapidement, on peut bien évidemment faire les deux. FA et streetlifting, d'ailleurs tu as un très bon exemple dans tes élèves. Après, est-ce qu'on peut être très fort dans les deux? Non, pour moi en fait ceux qui font ça, les hybrides, c'est des gens qui sont ni très bons en streetlifting ni très bons en power. Donc ça revient aussi aux discussions qu'on avait. Je pense qu'au niveau programmation, ça peut vite être un petit peu compliqué de faire les deux. Efficacement, en tout cas, il faudra toujours délaisser mettre un en avant plutôt que l'autre. Et concernant l'autre question, c'était sur le streetlifting. À quel point doit-on être spécifique? Ouais, et bah ça, du coup, on a fait un podcast avec mes amis coachs là à Majorque et on a commencé un petit peu à parler de ça. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup la mode et d'ailleurs, je compte faire un réel là-dessus. Je vais vous fusiller, les gars. Les gars et les filles qui courent, c'est beaucoup la mode, ça. Qui courent, alors on dirait même que moi perso je vois que ça en streetlifting, des gens qui font des sports de force, ils font 2-3 squats par semaine et ils tapent des 10 km une fois et des petites sorties à côté de ça et tout. Moi j'ai mon gros avis là-dessus et pas juste un avis, c'est une étude de terrain, je pourrais développer par la suite, mais il y a donc, pour revenir à ce que j'allais dire, une grosse mode du là c'est même plus du fort et fort dans deux disciplines différentes, c'est endurant et fort à la fois. Faites du crossfit. Ouais, non mais c'est clair. Non mais en fait je pense que vous êtes gouré totalement de sport. Vous voulez l'aspect stylé du streetlifting, mais en fait faites du crossfit, c'est clair. Moi c'est simple, j'aime pas courir, donc je cours pas. Et par contre, FA ou streetlifting, ouais, j'ai couru hier pour décrasser. J'ai couru 1 km. Est-ce qu'on peut appeler ça courir? Non, je pense pas. Hein. Mais du coup, FA, streetlifting, le choix il est fait. Hein. Pour moi, ça a été streetlifting direct. Après, peut-être parce que je suis influencé aussi, issu du street workout, influencé par Dylan, qui est mon ami en plus d'être mon coach. Et de toute manière, j'ai pas le temps. Déjà, faire du streetlifting, je ne sais pas pour le power, mais faire du streetlifting, ça prend vachement de temps de s'entraîner. Après les journées de boulot, ça empiète sur ma vie aussi personnelle. Donc il faut trouver le bon équilibre. Et donc il y a une limite de temps qui est incompressible. Donc il faut s'organiser le mieux possible. Et moi j'ai choisi une discipline, le streetlifting. Et même pour accélérer ça, tout simplement, j'ai pris la voie d'un coach. Parce que comme ça, je me décharge mentalement, j'arrive à l'entraînement, tout est déjà préseté et j'ai pas à réfléchir à qu'est-ce que je vais devoir faire cette semaine ou quoi que ce soit. La charge est décrite ou le RPE est défini et donc let's go quoi. Donc voilà mon avis. Mais ouais, non, en tout cas, Marco, je te rejoins carrément là-dessus. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire vraiment beaucoup de choses à la fois. Et non, en fait, genre vraiment éviter à tout prix de courir si vous voulez vraiment vous concentrer sur le streetlifting. Et ouais, parce que en vérité, il y a beaucoup d'interférences qui vont se mettre en place. Et si par exemple votre souhait c'est de sécher, etc., et ben jouez sur vos calories, comptez vos calories, on n'a rien sans rien, et faites votre NEAT en fait. Allez marcher, mais dépassez jamais la zone 2. Parce que sinon le problème c'est qu'on a beaucoup trop d'interférences et on ne peut pas allier vraiment la course et le streetlifting. Après maintenant pour la question des accessoires, j'ai envie de dire ça va dépendre vraiment. En gros pour moi plus on va avoir un niveau très avancé, un niveau élite, et plus on va devoir être spécifique et aussi la question de l'âge en fait. Plus on est jeune, mieux vaut passer un peu plus de temps sur les accessoires et plus on avance, plus je conseille d'être spécifique.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais. Moi, je veux juste dire un truc, c'est que je connais personne aujourd'hui qui squatte plus de 240 kilos et qui court à côté. Voilà. Je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. Je ne connais personne, en gros, qui est bon au squat et qui court en même temps, je ne connais pas. Après, on en a. Hein. On a par exemple Ayam Will George. Ah non, mais par exemple, dans du CrossFit, par exemple. Oui, c'est possible. C'est possible. Bon, après, s'il est chargé, mais ouais. Mais en vrai, voilà. En tout cas, je sais pas si on peut réfléchir en termes d'absolu en mode. Je connais personne qui squatte plus de 2,40 et qui court 10 km le week-end. Ouais, franchement. Ouais, je sais pas. En tout cas, on a toujours après, on a toujours des anomalies, des gens exceptionnels. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on se met des freins. Ça, c'est indéniable. Ça, il n'y a pas de doute. On se met des freins à accorder trop d'importance. Et oui, non, je pense que c'est vraiment super important de se poser les bonnes questions et de, quand on met un accessoire, de se poser la question de pourquoi je mets tel accessoire. Typiquement, si par exemple j'ai un point faible ou alors je me rends compte qu'au squat je mobilise énormément mes fessiers, etc. Et donc du coup je me dis je vais mettre un peu de leg extension pour justement travailler un peu mes quads et les renforcer dans un but de utiliser un peu plus mes quads, etc. à terme au squat et mettre un peu moins d'accent. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que faut que ce soit, faut qu'on ait un pourquoi. Et moi, j'aime bien aussi penser les accessoires en termes de, au début, je fais du leg extension ou par exemple, je fais du soulevé de terre roumain et à terme, pourquoi pas m'ajouter un troisième squat, si par exemple je fais à 2 squats semaine, mais que l'accessoire est pensé pour qu'à terme je puisse tanker un peu plus et m'ajouter une série. On reprend par exemple l'exemple des muscle up. Pourquoi pas au début se rajouter du curl biceps pour épargner un peu les contraintes sur les grands dorsaux, etc., où il y a vraiment beaucoup d'étirements. Et à terme, pourquoi pas se rajouter une traction accessoire, etc., ou un rappel traction. Mais voilà, j'aime bien penser les accessoires comme ça. Et je sais pas vous, votre avis là-dessus. Ah, donc là, on s'éloigne du truc, on parle des accessoires, là, ouais. C'est ça c'est même un peu, est-ce que le mouvement, genre le bench, deadlift, ça peut être un accessoire, considéré comme un accessoire ou pas? Moi, le bench, oui, le deadlift, beaucoup moins. Je trouve que c'est pas du tout intéressant, le deadlift pour le street lifting. Et je maintiens, et je peux expliquer pour plusieurs raisons. C'est d'une part parce qu'il est beaucoup trop nerveux. Et en fait, si vous travaillez en très léger, vous n'allez pas avoir, on va dire, les gains espérés, les transferts espérés. Et en plus de ça, moi je trouve que ça défonce le grip, le soulevé de terre quand c'est un peu lourd. Pour après le tirage en street lifting. Donc pour moi ça fait pas du tout bon ménage le terre et le street lifting en règle générale. Et par contre le bench pour moi il est beaucoup plus approprié à des assistances street lifting. Moi-même j'en fais beaucoup, j'en fais faire beaucoup aussi. Donc voilà. Et sinon pour les assistances d'un point de vue général, c'est personnalisé. Je trouve que c'est important d'avoir une bonne adhérence sur les assistances sans forcément s'éloigner des objectifs principaux. On va pas faire, des 6-6 squats alors qu'on veut avoir un gros squat derrière et qu'on n'est pas construit musculairement ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des assistances aussi peut-être, moi je suis pas méga fan, mais de statiques qui sont peut-être intéressantes à utiliser pour du street lifting. Je pense... comment ? T'entends quoi par statique ? Des figures statiques ou en tout cas des push-up, j'ai plus le nom. HSPU, ouais. Je trouve que ça peut être intéressant. Je vois pas mal. C'est Théo qui fait beaucoup ça. Ça a l'air de bien lui réussir sur les dips. Après, c'est un champion, donc c'est une exception. Le coach à côté, il fait aussi pas mal d'HSPU. Ouais, voilà. Du coup, je pense que ça, c'est s'il y a une assistance à garder du statique. Est-ce qu'on pourrait le considérer d'ailleurs comme statique ou dynamique, les HSPU ? Moi personnellement, je le considérais comme du dynamique. Du dynamique avec une composante de proprioception plus élevée que par exemple du développé militaire. Mais finalement, les HSPU, on va être sur un mouvement qui est très très similaire au DOP militaire, avec plus d'instabilité,
Après, ça va être proportionnel à ton niveau d'équilibre, forcément. Mais tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais du sissy squat. En fait, je pense que la réponse, elle est aussi, c'est un peu une réponse qui déplaît, mais elle est dans ça dépend. En fait, le sissy squat, il peut trouver son intérêt, par exemple, pour une personne qui doit apprendre à mettre un peu plus de contraintes sur ses genoux ou qui fait donc dans un but prophylactique. Et donc, dans une carrière d'athlète, si tu as des pathologies au niveau du genou, etc., pourquoi pas mettre du sissy squat. Donc, mais en fait, ce que je veux dire, ce vers quoi l'idée c'est de vous amener, c'est en fait, on se retrouve avec, je trouve, moi de mon point de vue, c'est soit des gens qui sont ultra spécifiques, soit des gens qui veulent faire de la muscu et du streetlifting en même temps. Des gens qui se déglinguent aux accessoires, etc. Et je pense que vraiment, l'idéal, il est un peu dans les deux mondes, c'est-à-dire vraiment d'être un peu plus équilibré là-dessus. Être full spécifique, je pense que ça convient à certains, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, ou alors peut-être plus en fin de carrière, comme on l'a dit, ou vraiment une carrière bien avancée, où la personne a vraiment a fait beaucoup de renforcement derrière. Et après, sinon, par exemple, tu parlais du statique. Moi, du statique, par exemple, je vois plus par exemple de la planche Copenhague pour les adducteurs, ou alors de la chaise, par exemple, pour les quadriceps, etc. Et ça, par exemple, on sait que ça a beaucoup d'intérêt sur les tendons, par exemple, ou en début de réhabilitation, en début de réhab, etc. Ça a beaucoup d'intérêt sur les tendons. Pourquoi je dis ça? C'est que en fait, ça met beaucoup moins de contraintes sur les tendons. Et du coup, par exemple, une personne qui a une tendinopathie, ça peut être très intéressant de lui mettre ce type de travail pour qu'elle puisse continuer à travailler. Mais bon, tout ça, ça dépend en fait, tu vois. Mais je sais pas si je sais pas si vous constatez un peu comme moi, à la fois des personnes qui sont dans les extrêmes dans les deux cas, soit trop de muscu, et en fait qui ont du mal à être modérées. Ouais, moi je pense que tout ça, c'est une question aussi de vision des choses. Je pense que le sport, il est tellement récent. Et en fait, la méthodologie, maintenant, on la connaît, mais elle n'est pas vraiment hyper ancrée dans les esprits pour moi. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont une vision de l'ancienne génération. Et pour moi, ça crée le désordre et la confusion. En fait, pour moi, en fait, il y a tout qui part de là. Alors que si, en fait, tu vois, en power, par exemple, aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais une question qui était méga intéressante. Ça c'est un truc qu'on peut... D'ailleurs c'est une question que je me garde pour après. Mais comment on peut faire la différence aujourd'hui en tant que coach en streetlifting? Parce qu'aujourd'hui toute l'information est disponible. Tu vois, nous on forme des coachs et tout, on leur donne une méthodologie qui fonctionne. Comment tu fais la différence? Bon, ça je la garde sous le coude. On développera ce sujet tout à l'heure. Mais la question c'est... je pense que la méthodologie, il y en a certains qui la connaissent, mais pour moi, il y en a aussi beaucoup qui la connaissent pas. Et pour moi, c'est ça qui fout un petit peu le bordel, avec aussi des athlètes de l'ancienne génération qui promeut des trucs qui fonctionnent chez eux, mais pas sur la majorité. Je te rejoins aussi assez sur des gens qui sont pas assez modérés, mais pour moi, ça va aussi avec l'immaturité des gens qui pratiquent le sport, parce que en streetlifting, c'est des très très jeunes. Et je trouve que la moyenne d'âge, par exemple dans le power, elle est déjà un petit peu plus importante. Il y a beaucoup plus de trentenaires en power qu'en streetlifting. En streetlifting, c'est... franchement, je peux les compter sur les doigts de deux mains. 18-24 quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, il n'y a pas beaucoup d'auto-coachés dans le streetlifting aussi. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de coachs qui transmettent des méthodologies qui sont complètement dépassées en fait et qui sont beaucoup issues du... Ouais. Et je l'ai souvent dit, du street workout, malheureusement. Ouais, c'est ça, carrément. Non, c'est... Moi, je pense qu'on... Rien à dire, je sais pas. Ok. Vas-y, gardez vos trucs. Gardez vos trucs. Moi je trouve que ça c'est intéressant et je trouve que oui, c'est clair qu'il y a des gens aussi, ça on l'a pas dit, mais des gens qui veulent être endurants style battle et aussi en streetlifting. Parce que là on a vu qu'il y a une démocratisation des battles et ce qu'ils ont fait c'est vraiment pas mal, Atlas. Et ça c'est cool, et maintenant il y a des gens ils veulent faire les deux et en fait c'est toujours la même chose. Les très bons en fait ils font que un truc et
je pense que après faut pas blâmer les gens aussi qui veulent faire plein de trucs différents, mais en fait faut pas se mentir à soi-même et faut pas se dire ouais bah j'arriverai malgré tout à mes fins et à être champion dans tel et tel et tel truc. En fait tu seras toujours très moyen dans tous les trucs et faut l'accepter. Pour moi, c'est un peu comme dans la vie professionnelle. Tu as des gens qui vont être experts. Et ce sont des experts. Ils maîtrisent leur sujet. Et tu seras jamais meilleur qu'eux. Mais ils ne font que ça. Ils ne traitent que de leur sujet. Et après, tu as plutôt les généralistes qui vont être plutôt touche à tout. Ils peuvent être bons partout. Ils peuvent être même très bons quelque part. Mais ils seront jamais aussi bons que les experts. C'est juste pas possible parce qu'ils y passent moins de temps. Donc... à un moment, il faut faire un choix. Voilà, on reste là-dessus. En tout cas, c'est un beau petit sujet. Et donc, le troisième sujet va plus s'adresser donc, au coach. Là, justement, comment... ça, c'est une question que j'ai eue récemment en formation. Mais ok, donc là, tu nous donnes une méthodo. Donc, on va avoir tous la même méthodo avec nos visions, bien sûr. Parce qu'il y a quand même des variations. On sait ce qui fonctionne, mais il y aura des visions et des variations différentes. Mais aujourd'hui, pour toi, Dylan, et Franck, tu peux aussi réagir, toi, peut-être ta vision en tant qu'athlète, en tant que coaché, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui ont cette méthodologie ? Attends, quelle est la différence entre... Qu'est-ce qui fait la différence ? Quelle personne, quel coach sortira du lot de ces deux personnes, par exemple ? Qu'est-ce qui fera la différence ? Qu'est-ce qui, toi, te fera aller vers plutôt l'un que l'autre ? Mais qui ont la même méthodologie. Les coachs ont la même méthodologie. Ouais. Ok. Ce qui me fera aller vers l'un ou l'autre, déjà, c'est la maturité. Enfin, moi, j'accorde beaucoup d'importance, par exemple, à si la personne, elle est un peu plus âgée. À méthodologie égale, on s'entend. Je partirais sur une personne qui a un peu plus d'expérience. Donc, si une personne, elle coach depuis 10 ans, j'irais plutôt vers celle-ci plutôt qu'une personne qui coach depuis 2 ans. Après, j'irais voir aussi un peu de ses diplômes. Tu vois, si la personne qui a fait, par exemple, là, c'est beaucoup la mode du CQP, on peut devenir coach en 6 mois, il me semble. Comparé à une personne qui a fait un master, par exemple. Bon, après, malheureusement, aussi, on sait ce qu'on apprend à la fac, c'est quand même rarement mis à jour, etc. Mais j'irai un peu aussi vers ça. Et aussi, l'aspect vraiment super important, c'est pour moi l'aspect humain. L'aspect de ce que la personne dégage. Et parce qu'il y a une chose qui ment pas, c'est le temps que tu vas passer pour ton athlète. C'est-à-dire que des fois, on a des coachs qui sont vraiment très compétents, mais si tu dédies que 10 minutes à ton athlète par mois, ça ne sera pas suffisant. Donc si je vois que la personne elle a tendance à s'occuper un peu plus et passer un peu plus de temps et de se prendre un peu la tête aussi quand il faut pour son athlète, voilà, toutes des compétences humaines qui sont, je pense, très importantes en tant que coach, j'irai davantage sur ça. Après, se pose aussi la question de, à méthodologie égale, est-ce que je vais pas vers un coach qui est plus fort que l'autre ? Et là, Franck va s'y répondre. Pour moi, il y a vraiment la distinction de athlète et coach. Tu peux être un super athlète, tu peux être le meilleur du monde, et pourtant tu ne vas pas savoir transmettre ton savoir, ni même l'adapter à tes élèves. Et là où tu peux être un bon athlète, parce que je regarde quand même ça, il faut aussi que tu sois un bon athlète. Si tu es un mauvais athlète, je vais aller moins vers toi parce que je vais me poser les questions de pourquoi tu es un mauvais athlète. Si tu es un bon athlète et que tu as des bons élèves, là je vais plutôt venir vers toi. Je sais pas si tu vois. Si, c'est une question de proportion en fait, en gros ce que tu es en train de dire. C'est pas le niveau d'expertise, de performance du coach, mais de performance de ses élèves. S'il a plein d'élèves qui performent, qui sont bons, qui se blessent pas régulièrement, etc., c'est vachement bon signe. Je peux répondre à ça ? Vas-y, t'en prie. Ok. Écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je rejoins Dylan sur le fait que si le mec c'est un gros con, je le prendrai jamais en coach. Ça, donc, en gros, la personnalité, pour moi, elle est méga importante. Clairement. Et le truc que je verrai juste après, c'est les résultats qu'a le coach avec un panel d'athlètes différents. Hommes,
femme, débutant, confirmé. Je regarde ça, je regarde combien il a coaché de gens, combien de gens il a emmené en compète, quelles sont ses progressions. Et tu as parlé d'un truc intéressant, est-ce que les gens ils se blessent ? Parce que ça, malheureusement, on en voit pas mal en force. Et du coup, pour moi, là, déjà, ces 2 gros trucs, je pense que je me fais 95% de l'idée. Ouais, après, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit biais à ça. C'est, en fait, le problème, c'est que des fois, on a des athlètes qui brillent, vraiment, qui sont très, très forts. Et du coup, en fait, qui en même temps sont coachs. Et il y a aussi les très bons athlètes qui vont aller vers ces coachs-là. Et est-ce que c'est parce que ce sont des très bons coachs que les athlètes sont très bons, ou est-ce que c'est parce que les athlètes très bons vont vers un athlète aussi très bon ? On connaît la réponse. Et malheureusement, c'est souvent la deuxième. Donc, il y a ça aussi. Donc, je pense que ce qui est très important à juger, c'est de se dire, d'évaluer plutôt la progression de l'athlète depuis qu'il travaille avec le coach. Ouais. En gardant aussi à l'idée, mais après, quand tu n'es pas coach, je ne sais pas forcément tous ces petits trucs-là, mais c'est forcément, plus tu démarres bas, après, ça fait un peu bon sens, mais quand tu démarres plus bas, forcément, la progression va être plus élevée. Mais je pense qu'il y a ça aussi. Et après, il y a un autre biais à ça. On pourrait me dire, ouais, mais ça se peut que c'est un très bon coach, mais que l'athlète s'est blessé, et qu'est-ce qu'il peut faire ? Donc, voilà, je pense que cette question est quand même très, très compliquée à répondre. Non, en vrai, moi, je reste sur ce que j'ai dit. En gros, personnalité humaine. Humainement, qu'est-ce qu'il vaut et les résultats, quels sont-ils ? Et puis et puis tu peux te faire une idée c'est quand ça. même proche. Et je crois qu'il y avait un truc, je voulais réagir à ça, et ça je l'ai déploré plusieurs fois dans le podcast. C'est que aujourd'hui en streetlifting, mais en power en vrai c'est à peu près la même chose. C'est que tous les gros athlètes se coachent entre eux. Et en streetlifting c'est exactement pareil. Et moi de toute façon il le sait parce qu'on a discuté ensemble. Moi je prends comme exemple et je m'identifiais pas mal à OPT dans le power. Et OPT c'est pas des top athlètes, ou en tout cas ils sont quand même assez loin du top. Et pourtant ils coachent pas beaucoup de très très gros athlètes. Mais par contre, il coach beaucoup d'athlètes moyens. Et en fait, moi, je m'identifie pas mal à eux pour Lift Trainer. Et à l'inverse, je sais que il y a pas mal de top athlètes en power qui se font coacher par très peu de monde. En fait, c'est un très 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 petit milieu. Mais en fait, moi, je trouve ça bien et pas bien, c'est-à-dire que pour moi en fait les top athlètes n'ont pas assez de recul pour se dire en fait c'est pas ça. Moi je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que quand tu es top athlète, tu as besoin aussi de t'identifier et d'avoir quelqu'un peut-être qui est encore au-dessus de toi, quelqu'un qui t'inspire. Je trouve que peut-être quand tu es top athlète c'est important, et je trouve que le fait d'avoir ça crée une adhérence très forte. Et est-ce que, en fait, même s'ils avaient un mec très 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 bon en coaching, mais où il n'y a pas ce truc d'adhérence, est-ce qu'au final, tu vois, qu'est-ce qui se vaut ? Est-ce qu'un coach moins bon, mais avec qui ils vont avoir une adhérence énorme, ou un coach très très bon, mais avec qui ils vont avoir une adhérence un petit peu moins importante ? Je pense que c'est là. Et moi, en fait, c'est ce que je vois des top athlètes, des fois, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, qui s'entraînent pas de manière géniale, mais en fait, qui ont des super résultats parce qu'en fait, ils croient à 2000% à ce qu'ils font, ils sont hyper impliqués, et du coup, ça crée du résultat parce que c'est des gens qui sont très doués. Tu vois, et la question après à se poser, c'est est-ce que finalement, même avec un super entraînement, une super pédagogie, est-ce qu'ils progresseraient mieux, les mecs, en fait ? Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois. Après, il y a une question aussi qu'il faut que tu te poses quand tu choisis un coach, c'est quels sont tes objectifs à toi ? Parce que c'est certain que si tu veux être champion de France ou champion du monde, là, tu vas te poser beaucoup plus de questions, regarder peut-être un peu plus les performances de ton athlète ou quoi que ce soit. Mais si c'est un loisir, il y a un moment, tu te prends pas la tête, quoi. Choisis quelqu'un avec qui tu t'entends super bien et prends des retours au maximum possible de ces coachés et let's go, quoi. Et puis tu vois si ça marche. Bon, le mieux c'est qu'ils te blessent pas, hein, mais si tu progresses pas beaucoup et que ça te convient pas, change.
Et c'est pas un drame pour moi d'être coaché quelque temps avec une personne. Ça marche pas, et bah let's go, tu changes. C'est pas un souci, ça te convient, tu progresses, et bah continuons. Après, pars pas comme ça non plus, c'est un peu comme tout. Quand il y a des problèmes, faut apprendre à discuter pour les régler. Mais ça se trouve, ça va se régler et pouf, tu vas exploser. Et ça se trouve, ça va pas se régler, change. Et juste, c'est un loisir. Faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de pratiquants. Enfin, là, je veux pas parler pour tout le monde, mais il faut pratiquer ça parce qu'on aime ça. Genre, faut pas se prendre la tête en se disant je vais être champion de France direct. Enfin, pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé le street lifting, jamais je me suis dit je vais faire une compétition. Et puis, en progressant avec Dylan, on a vu que peut-être les France Espoirs, c'était jouable. Et ok, let's go, faire une prépa France Espoirs. Et on a échoué. C'est pas grave. On a remis ça sur le couvert pour les Hauts-de-France. Ça a fonctionné, nickel. Et pourquoi pas retenter les Hauts-de-France. Mais zéro prise de tête, quoi. Les espoirs, pardon. S'il y a des espoirs cette année, mais voilà, c'est un loisir. Enfin, faut pas perdre non plus l'objectif de pourquoi on pratique et pourquoi on prend un coach. Je pense que ça, mec, c'est hyper important. On en parlait en off hier, qu'il y a trop de gens qui jouent leur vie dans la force et qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Il faut toujours garder en tête que le plaisir le remporte sur tout. Ouais, en fait, alors il y a des moments où tu vas avoir moins de plaisir parce qu'il faut avoir une discipline. Mais si t'as aucun plaisir pendant 6 mois, 1 an, je pense que là, faut se poser des questions, quoi. Ah oui, non. Ouais, non, c'est sûr. De toute façon, la question de l'adhérence, c'est quelque chose d'essentiel en fait. Et puis ça, de toute façon, mais justement, pour le coup, là, le fait d'avoir un coach assez compétent, etc., justement, c'est des choses qui doivent être mis en avant par le coach et se dire, bon, là, je vois que tu satures, je vois que tu vas à la salle avec moins d'engouement, si l'athlète lui fait part. Et là, du coup, changer un peu certains aspects. Et la priorité, en vrai, c'est de prendre du plaisir parce qu'on peut se dire ce qu'on veut. Mais en réalité, le pourcentage de chances d'être champion de France un jour, il est très très faible. Mais en fait, la majorité des gens qui veulent être champion de France ne le seront pas. Faut pas leur mentir. La majorité des gens qui, encore, si on se dit champion du monde, etc., là, on réduit de plus en plus. Et donc c'est pour ça que si on oublie cette notion de plaisir, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Et la question d'apprécier le processus, ça prend tout son sens en fait. Parce que si tu te concentres sur le résultat, et si ton résultat c'est d'être champion, mec ou meuf, peu importe, mais il y a très peu de chances que tu sois heureux finalement. Donc vraiment, fais-toi plaisir. Et après, pour revenir sur à méthodologie égale, quel coach prendre, je pense que tu as fait une bonne analogie avec OPT. Par exemple, OPT, ok, c'est pas les athlètes les meilleurs, mais de par le nombre d'athlètes qu'ils ont eu, forcément, ça donne une certaine légitimité. Ça a dû couper pendant le podcast parce que l'appareil, il coupe tous les 30 minutes, c'est pas très grave. Donc, si vous voulez suivre Dylan, redis-nous. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Dylan-Gaverio. Et n'hésitez pas aussi à suivre la team Kensai. Donc c'est une team de street lifting. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la page. Et si vous voulez faire partie de la team, n'hésitez pas à me DM et à me demander les modalités. Voilà. Et pour moi, mon profil Insta, il est privé. Tout simplement parce que le street lifting, c'est un loisir pour moi. Donc après, si vous voulez pratiquer avec moi, n'hésitez pas. Basic Fit, montez vélo, allez à Lille. Après, je bouge dans Lille, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Merci Marco. En tout cas, merci beaucoup les gars. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager aussi ce podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.